L'une des difficultés qu'on a affrontées lorsqu'on a réfléchi la dernière fois à la nature humaine, c'est qu'on s'est rendu compte que finalement la définition de cette nature humaine impliquait une sorte de paradoxe, une sorte d'ambiguïté. Cette ambiguïté peut être formulée relativement simplement. Si on admet que l'homme est doté d'une nature, que l'être humain est doté d'une nature que l'on pourrait définir par des caractéristiques relativement fixes, on remarque pourtant que cette nature implique, pour l'être humain, une forme de plasticité. C'est-à-dire que sa nature serait précisément d'être capable de sortir de ce qui lui est assigné naturellement pour se réinventer, se reconstituer, etc. Cette hypothèse se trouve notamment dans la réflexion d'Aristote que l'on a travaillé la dernière fois et qui voit dans la rationalité une forme de nature humaine. Finalement, la conscience de l'être humain, sa capacité réflexive, serait ce qui le rendrait spécifique, ce qui ferait son essence, sa particularité. Alors cette idée-là, elle est complexe parce que, comme je viens de le dire, elle implique finalement que ce qui est naturel pour l'être humain, c'est précisément de ne pas rester dans le naturel, c'est-à-dire de ne pas rester dans la donnée initiale inchangée. L'être humain va se changer lui-même, va se construire lui-même, et va donc édifier ce que l'on appelle la culture. La culture se distingue de la nature en ce qu'elle implique précisément un geste d'artificialisation des objets, des étangs, des êtres en quelque sorte. On transforme les êtres pour les incorporer à une existence sociale, à une existence collective. On modifie les éléments de la nature pour fabriquer des choses. Alors, finalement, ce qu'on peut comprendre et ce qu'on va essayer de travailler, c'est l'idée qu'il y aurait une dualité à l'intérieur de l'être humain. Définir la nature humaine, c'est être confronté à une sorte de dualité. Une dualité, ça veut dire qu'il y a en lui deux choses qui semblent coexister ou exister en même temps. Cette dualité est identifiée notamment par un philosophe qui s'appelle Merleau-Ponty et qui écrit « Tout est naturel dans l'homme et tout est culturel ». Cette dualité le place au centre d'un déchirement. Il tient à la fois de l'animal par sa naissance, son corps, sa sensibilité, sa biologie, alors qu'il se reconnaît en même temps différent d'eux, puisqu'il n'a de cesse de contraindre cette animalité, de s'humaniser par la nature. Alors, l'opposition classique aux animaux est une opposition qui a un intérêt philosophique pour réfléchir à la manière que l'être humain a de se penser lui-même, mais qui a, et je crois qu'il est important de le garder à l'esprit, qui a une grande limite scientifique. Cette distinction humain-animal est une distinction purement philosophique, parfois spirituelle, mais qui scientifiquement ne tient pas vraiment la route. L'être humain est, pour les sciences, un animal comme les autres. Ça, il n'y a pas vraiment de débat. Mais en tout cas, on a le sentiment, Merleau-Ponty a le sentiment que cette conceptualisation occidentale, notamment, distinguant la nature et la culture, se heurte à une difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'un côté le naturel et de l'autre le culturel chez l'être humain. Si on veut réfléchir à ce qu'est l'être humain, on doit admettre que les deux existent en même temps en lui. Je lis un petit texte de Merleau-Ponty pour peut-être clarifier ce point qui n'est pas si simple. Voilà ce qu'il écrit dans un livre qui s'appelle « La phénoménologie de la perception ». Il n'est pas plus naturel ou pas moins conventionnel de crier dans la colère ou d'embrasser dans l'amour que d'appeler table une table. Les sentiments et les conduites passionnelles sont inventés comme les mots. Même ceux qui, comme la paternité, paraissent inscrites dans le corps humain, sont en réalité des institutions. Il est impossible de superposer chez l'homme une première couche de comportement que l'on appellerait naturel et un monde culturel ou spirituel fabriqué. Tout est fabriqué et tout est naturel chez l'humain, comme on voudra dire en ce sens qu'il n'est pas un mot, pas une conduite, qui ne doivent quelque chose à l'être simplement biologique et qui en même temps ne se dérobent à la simplicité de la vie animale, ne détournent de leur sens les conduites vitales par une sorte d'échappement et par un génie de l'équivoque qui pourrait servir à définir l'humain. Est naturel pour Merleau-Ponty donc tout ce qui en nous relève de l'être biologique, ce qui s'inscrit dans notre corps et détermine les conduites vitales qui caractérisent notre vie animale.
Le naturel en nous serait donc l'ensemble des caractéristiques innées et des comportements instinctifs que nous devons à notre appartenance à une espèce animale particulière, l'Homo sapiens sapiens. Caractéristiques qui nous sont transmises par l'hérédité biologique. Et est conventionnel, pour Merleau-Ponty, tout ce qui en nous est inventé, relève d'une institution et détermine les conduites culturelles qui caractérisent notre vie spirituelle par exemple. Les institutions sont l'ensemble des manières de penser, de sentir, de se comporter, les coutumes qui émanent de la société et qui s'imposent plus ou moins aux individus. Une chose d'institution est l'ouvrage des hommes pour la distinguer de celle que la nature a établie. Le conventionnel en nous serait donc l'ensemble des caractéristiques culturelles, institutionnelles que nous devons à notre appartenance à une société particulière, caractéristiques qui nous sont transmises par l'héritage social. Bon, ça c'est une séparation classique, le naturel et le conventionnel, l'instinct et l'acquis, l'inné et l'acquis, pardon. Bon, mais ce qu'explique Merleau-Ponty, c'est que cette idée selon laquelle il y aurait une première couche de naturel chez nous, qui ensuite serait la fondation, le socle, sur lequel serait édifié du culturel, de l'acquisition, etc., c'est une vision biaisée des choses, puisque en fait, les comportements les plus naturels, je vais prendre un comportement très naturel qui serait celui de s'alimenter, est en même temps culturel pour l'être humain. Tout a été en quelque sorte acculturé. Donc, il y a dans les comportements culturels de l'être humain de la nature, c'est-à-dire quelque chose qui relève de l'inné, qui relève de son être biologique, évidemment, qui s'inscrit dans son corps, qui s'est inscrit dans son corps, mais en même temps, il y a dans le culturel, dans le naturel, quelque chose de culturel, puisque les actes, les comportements les plus naturels, les conduites les plus naturelles, sont aussi, en même temps, culturels. On pourrait prendre des exemples qui montrent cette intrication. En Occident, par exemple, notre corps fabrique une enzyme, il me semble, capable de digérer, qui nous permet de digérer le lait de vache, contrairement, par exemple, aux Asiatiques, qui n'ont pas cette enzyme. Bon, pourquoi ? Parce qu'il y a une pratique culturelle qui s'explique de plein de manières différentes et anthropologiques, qui nous a conduit à boire du lait de vache, du lait animal. Et donc on a développé cette enzyme par acculturation, c'est un phénomène culturel qui a transformé notre nature. Donc l'idée qu'il y aurait d'un côté la nature humaine et de l'autre sa culture est en fait une idée un peu stéréotypée, un peu factice. En fait, il y a les deux en même temps, il y a une sorte d'empilement. Mais ça nous amène quand même à une réflexion, à une question anthropologique très complexe, qui est comment est-ce qu'on peut penser le passage, peut-être fictif, entre un état de nature et un état de culture. En fait, ce qu'on voit avec Merleau-Ponty, c'est qu'il est extrêmement difficile de penser cette notion de passage d'un être qui serait naturel à un individu culturel. En fait, c'est difficile de penser le moment où un être dépasse ce qui lui est donné naturellement pour produire des comportements et des objets qui ne sont pas déterminés par son instinct et sa génétique. C'est penser un moment charnière du devenir humain. Chez un enfant, par exemple, quand est-ce qu'on échappe au naturel? Quand est-ce que le nourrisson n'est plus dans simplement le naturel et le biologique? En fait, il n'y est jamais. Il est tout de suite lancé, jeté en quelque sorte dans la culture. Donc c'est très difficile comme question, peut-être que c'est une question factice, mais elle soulève en tout cas des réflexions anthropologiques intéressantes. Alors qu'est-ce que c'est l'anthropologie? L'anthropologie, c'est la science de l'humain, et l'ambition de l'anthropologie est d'étudier l'humain du point de vue de sa culture pour faire apparaître des résurgences communes, des identités au cœur de la pluralité des cultures. La question que se pose l'anthropologue, c'est, au-delà de la pluralité et de la diversité des cultures, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on retrouve partout? En effet, l'étude de la culture de l'être humain est confrontée à un problème qui est celui de la diversité justement des cultures. Il n'y a pas qu'une culture humaine, mais une infinité. Et donc le problème, l'enjeu, c'est d'identifier ce qui est commun à l'humanité tout entière. Alors l'un des anthropologues les plus célèbres, c'est Claude Lévi-Strauss, qui va s'interroger notamment sur le passage de la nature à la culture. Et il voit dans le geste fondateur de la prohibition de l'inceste un élément de ce passage, un élément fondamental, une règle fondamentale de ce passage. En effet, il explique que la première forme de structure sociale, qui est la famille, ne peut être dépassée, ne peut être dépassée pour aller vers une société, qu'à partir du moment où les familles s'unissent, commercent entre elles, se reproduisent entre elles.
Et pour que ce commerce et cette union soient envisagés et puissent exister, il faut fondamentalement un interdit de l'inceste qui est formulé culturellement et qui va justifier en quelque sorte de rentrer en interaction intime avec d'autres groupes que le nôtre qui seraient des groupes potentiellement hostiles. La prohibition de l'inceste n'est en soi ni un fait purement naturel, ni un fait purement social. Il est précisément l'acte qui fait le lien entre les deux. Ce qui tient de la nature, affirme Lévi-Strauss, a le caractère de l'universalité, tandis que les réalités culturelles tiennent à l'établissement de règles qui sont contingentes et surtout relatives. Or, la prohibition de l'inceste présente justement ces deux caractères. D'une part, elle est universelle, on la trouve dans toutes les sociétés humaines, et d'autre part, elle a le caractère d'un interdit absolu, fondamental, qui est historiquement premier, qui est condition du vivre ensemble par lequel sont instaurées d'autres règles. Ainsi, cette interdiction n'est ni proprement naturelle, puisqu'on le voit, elle implique la notion d'un interdit formulé, ni proprement culturelle, mais constitue une sorte de passage. Outre la raison naturelle, qui fonde l'interdit, le but c'est d'éviter la consanguinité et des enfants notamment qui ne seraient pas viables, la prohibition de l'inceste permet d'assurer la survie de la société humaine en structurant des rapports, on va dire, familiaux, des rapports de parenté qui ne sont pas naturels, et qui vont permettre de lier, de nouer intimement des individus qui n'ont aucun rapport naturel entre eux, de façon très forte. Donc si Lévi-Strauss considère l'inceste comme le moment du passage de la nature à la culture, c'est parce que cet interdit est à la fois universel, il ne trouve aucune exception dans la société humaine, donc il a un aspect naturel a priori, et il est normatif en même temps. C'est-à-dire il constitue une règle qui est instituée dans les sociétés en question. Donc elle ne relève pas de l'inné, elle implique un apprentissage, une acquisition. Et l'idée, c'est que c'est effectivement pas seulement une interdiction biologique, en fait la notion d'interdit biologique ne veut rien dire, il n'y a pas d'interdit biologique, il y a des impossibilités peut-être biologiques, mais pas d'interdit. Pour qu'il y ait interdit, il faut qu'il y ait une formulation. Et en fait c'est une injonction sociale qui permet ou qui implique l'exogamie, c'est-à-dire le fait de rechercher des individus ailleurs pour se reproduire. L'idée d'une genèse du groupe social à partir de la formulation d'interdits est une idée qui était déjà mise en œuvre par Freud, qui considère que le passage de ce qu'il appelle la horde primitive au groupe organisé se comprend à partir d'un interdit du meurtre et d'un interdit de l'inceste. L'interdit du parricide et l'interdit de l'inceste maternel structurent non seulement le psychisme de l'individu, ça on l'a déjà vu dans les cours sur la question de l'inconscient, mais déterminent aussi le groupe. Dès lors, ces deux interdits posés rendent possibles les échanges symboliques au sein du groupe, puisqu'il faut évidemment des échanges symboliques pour nouer des rapports, des liens avec des individus qui ne sont pas, on va dire, avec qui on n'est pas lié naturellement. Et là, ça va nous amener à un point très important de cette question du rapport nature-culture et de la définition finalement de ce qui est spécifique à l'humain, c'est que pour pouvoir parler de formulation d'interdits, pour pouvoir parler de symbolisation, pour réfléchir à toute cette manière qu'a l'être humain de structurer un monde symbolique qui va être entièrement intriqué avec la nature, qui en fait va se rendre indistinct de la nature, il faut quelque chose sur lequel il faut qu'on s'arrête, et qui est la notion de langage. Il faut un langage, et c'est pourquoi, on va le voir, le langage est un élément souvent très important dans la définition de ce qui est spécifique à l'humanité, non seulement parce que c'est une compétence que l'être humain semble avoir gardée jalousement, qui semble lui être spécifique, alors on verra que c'est pas forcément complètement vrai, mais aussi parce que finalement le langage a des implications bien plus grandes que ce qu'on imagine parfois, notamment en termes de rapport au monde et de construction d'un monde symbolique. Mais ça on le verra au prochain épisode.